Il y a des titres de livres qui racolent, certains qui mentent franchement, d'autres qui se gênent même pas pour révéler une partie de l'intrigue. Dans cette vidéo, j'en passerai en revue des dizaines classés par catégorie, des bons, des mauvais, des titres en un mot, des titres à rallonge et j'en passe. Bref, que vous soyez en quête d'inspiration pour votre propre histoire ou simplement là pour passer le temps, il y en aura pour tous les goûts. Je me suis imposé qu'une seule contrainte, ne parler que de bouquins que j'ai lus au cours des 3-4 dernières années max, histoire de circonscrire un peu mes recherches à des œuvres dont je me souviens à peu près, par honnêteté intellectuelle, ou peut-être par flemme, c'est à vous de voir. Petite précision avant de démarrer, je vais bien sûr parler d'un certain nombre de livres étrangers, et sauf mention contraire, leurs titres, que je citerai en français, en seront des traductions littérales, ou du moins assez proches pour que ça n'en change pas trop le sens, parce que dans le style, certains éditeurs ne se gênent vraiment pas. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on commence en s'amusant un peu avec mon petit panthéon des traductions les plus what the fuck. On commence avec l'un des livres les plus lus de Haruki Murakami, Noruai no Mori, qui est la traduction littérale en japonais de Norwegian Wood, une référence à la célèbre chanson des Beatles, deuxième morceau de leur album Rubber Soul. Chanson qui joue un rôle clé dans le bouquin, puisqu'elle est le déclencheur d'une cascade de souvenirs chez notre protagoniste, lorsqu'il l'entend par hasard dans un avion, et repense aussitôt à sa jeunesse tokyoïde dans les années 60. Sauf qu'aux yeux de l'éditeur français, les Beatles c'était visiblement trop pointu, et craignant peut-être que les lecteurs français pensent à un roman champêtre sur la Norvège, ils ont choisi à la place le bien plus pompeux, la ballade de l'impossible. A l'inverse, certains éditeurs semblent un peu nous surestimer niveau culture générale. En géographie par exemple, c'est le cas du roman de l'écrivaine américaine Abby Jenny, intitulé en version originale The Light Keepers, littéralement les gardiens de la lumière. L'histoire d'une photographe rejoignant un groupe de scientifiques sur une île minuscule pour y vivre pendant une année entière dans une ambiance pesante. Le livre a pris pour titre en français Farallon Islands, du nom du lieu qui existe d'ailleurs vraiment, puisque c'est un archipel qui se trouve au large de San Francisco. Le nom vous dit rien ? Bah moi non plus, mais les éditeurs français ont visiblement dû croire que ça nous parlerait davantage que les lecteurs américains, alors que ça fait quand même partie de leur propre pays. Dans le genre nawak, je pense aussi au premier roman de Truman Capote, l'histoire d'un jeune garçon qui, suite au décès de sa mère, doit aller vivre chez son daron dans un manoir en ruine d'un coin paumé du vieux sud des États-Unis, appelé Other Voices, Other Rooms, littéralement autre voix, autre pièce. Le titre français est devenu quelque chose de beaucoup plus inquiétant, voire gothique, les domaines hantés. À ce niveau-là, je suis presque surpris qu'ils aient pas foutu des toiles d'araignée sur la couve. Toujours aux US, le célèbre Fear and Loathing in Las Vegas, A Savage Journey to the Heart of the American Dream, l'histoire de deux camés déjantés déboulant dans un Vegas en pleine convention de flics et qui peut se traduire par peur et dégoût à Las Vegas, un voyage sauvage au cœur du rêve américain, titre à rallonge avec autant de mots que nos deux protagonistes se trimballent de valoche, alors que la version française, elle, est beaucoup plus radine et s'est mise en mode bagage cabine uniquement pour devenir le bien plus concis Las Vegas Parano. A l'inverse, le chef-d'œuvre de Junichiro Tanizaki, Kagi, qui veut tout simplement dire clé en japonais, ne devait pas suffire à l'éditeur français qui a choisi d'en remettre une couche, sans doute pour mieux vendre cette histoire d'adultère, en ajoutant après clé, confession impudique. C'est sûr que ça lève tout de suite quelques doutes sur son contenu et présente mieux sur une étagère en librairie. Restons chez Tanizaki avec un cas atypique, celui de Tade Kumushi, désolé pour la prononciation. Ici, le traducteur s'est retrouvé confronté à un problème intéressant, ce titre étant une expression japonaise impossible à rendre en français, mais qui pourrait vouloir dire littéralement « il y a même des insectes pour aimer manger la renouée ». Alors pour info, la renouée est une plante pas franchement appétissante, l'expression voulant donc dire en gros tous les goûts sont dans la nature. Mais craignant sans doute que ça ne nous parle pas assez, le titre est ainsi devenu par chez nous le goût des orties. Un choix pour le coup assez judicieux parce qu'on garde l'idée générale tout en l'adaptant à notre culture. Et pour la petite anecdote, les Anglais devaient d'ailleurs partager ce point de vue car chez eux, le titre est devenu Some Prefer Nettles. Certains préfèrent les orties. Autre exemple un peu du même style avec un livre auquel j'avais d'ailleurs consacré une vidéo, The Raw Shark Text par Stephen Hall, ce qui peut se traduire littéralement par les textes du requin cru, mais qui est surtout un jeu de mots puisqu'à l'oral, écoutez bien, la prononciation est très proche de The Rorschach Test.
en allusion bien sûr au célèbre test de Rorschach, lequel consiste, je le rappelle, à montrer à un patient des taches d'encre abstraites et lui demander ce qu'il voit afin d'analyser ses associations. Sans doute frustré par ce jeu de mots intraduisible en français, l'éditeur a décidé de monter sur ses grands chevaux et donner naissance à un titre non moins spectaculaire, accrochez-vous, et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Parfois, les traducteurs partent en toupie, mais dénichent néanmoins des titres meilleurs que les originaux. C'est à mon sens le cas de The Three Stigmatas of Palmer Eldritch, l'un des meilleurs livres de Philip K. Dick, évoquant une sorte d'aventurier fou revenu des confins de la galaxie avec une drogue ultra puissante, le caprice, et dont l'éditeur français devait avoir pris une sacrée dose quand ils ont choisi de ne pas traduire ça tout simplement les 3 stigmates de Palmer Eldritch, trop simple, trop évident, pas assez cool, mais choisi à la place le dieu venu du centaure. Toujours chez K. Dick, on connaît tous Blade Runner, mais ce que moins de personnes savent, c'est que le véritable titre est Do Androids Dream of Electric Sheep. C'est un bouquin qui en France a d'ailleurs eu un parcours un peu houleux. Le titre de sa première édition française en 1976 fut en effet Robot Blues, lequel avait tendance à faire ressortir le côté mélancolique de l'œuvre. Il devint 3 ans plus tard Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques, fidèles au titre original donc, avant de subir une 3e métamorphose dans les années 80, en fait après la sortie du film de Ridley Scott, quand les éditeurs décidèrent de ne plus s'emmerder et reprendre tout simplement le titre Blade Runner. Autre exemple du même auteur avec A Scanner Darkly. Un scanner obscurément, titre américain déjà étrange, biblique, jouant sur une bizarrerie de la langue, et qui est devenu, sous la baguette magique de nos chers éditeurs, Substance mort. Voilà, c'est cadeau. Enfin, il peut aussi y avoir des raisons politiques à un changement de titre. Un exemple bien connu est celui du livre d'Agatha Christie qui parut en Angleterre en 1939 sous le titre de Ten Little Niggers et qui, jugé un peu trop raciste, sans déconner, devint, lors de sa parution aux USA un an plus tard, And Then There Were None. Le fun fact, enfin pas si fun que ça, c'est qu'en France, il resta intitulé 10 petits nègres jusqu'en 2020 où il deviendra enfin Ils étaient 10. Sauf que ce changement a aussi donné naissance par la même occasion à une révision générale du texte afin de remplacer certains mots. Une manière d'ensevelir le passé en nettoyant l'œuvre que je trouve pour ma part très problématique, là où une préface explicative aurait été bien plus pertinente pour les nouvelles générations, en termes d'histoire et d'éducation, le tout sans toucher à l'œuvre originale. Est-ce qu'après tout, on floute ou on colle des post-it sur des tableaux problématiques ? Ah oui, pardon, c'est vrai. Bon, mais pour conclure, si nos éditeurs français traduisent parfois, comme on l'a vu, n'importe comment les œuvres étrangères, ces derniers, rassurez-vous, savent très bien nous rendre l'appareil. Je résiste pas à la tentation de mentionner le premier livre de Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, un titre complexe, à tendance presque sociologique, et dont l'éditeur anglais n'a visiblement pas fait grand cas, voire n'en a eu absolument rien à secouer, puisqu'ils ont choisi de l'appeler Whatever, ce qui peut littéralement se traduire par peu importe, ou même sur un autre ton, rien à foutre. Si vous dites par exemple whatever. Pauvre Michel, ça valait bien la peine de se faire chier. Et juste avant de poursuivre la vidéo, petit message de la régie publicitaire, sachez que j'ai fait quelque chose de pas très original. J'ai écrit un roman. Il s'appelle Médusa et c'est une dystopie noire, sensuelle et provocante. Dans une cité verticale où les femmes sont au centre de tout, idoles, juges, prophétesses et même bourreaux, notre protagoniste, Sid Vesper, qui gagne sa vie en fabriquant du rêve et en pliant l'opinion publique, se voit confier une mission pour Médusa, la plus éminente inspireuse de son temps, celle qui fascine les masses et sature les écrans par son absence. Sid pense avoir atteint les sommets de sa carrière jusqu'à ce qu'on lui remette ses ordres de mission confidentiels écrits par Médusa elle-même. Délivre-moi, ne laisse point vivre la magicienne. Et il comprend alors que cette proposition alléchante était en fait un bon gros sandwich au caca et surtout un terrifiant appel à l'aide. Médusa, c'est un thriller psychologique halluciné, le récit d'une obsession dévorante. Il se négocie pour 13 € sur Amazon et je vous mets le lien un peu partout en description sur la page de ma chaîne, etc. Bonne lecture, mais rappelez-vous bien d'un truc, vous n'êtes pas prêts.
Bon, arrêtons un peu de niaiser pour passer maintenant aux choses sérieuses. Je voudrais faire une première catégorie de titres que j'appellerais, pour me la péter un peu, les titres vernaculaires. Ceux-ci, usant d'un mot précis, parfois inventé par l'auteur, ont la particularité de renvoyer directement à l'univers qu'il a créé. Il s'agit souvent de noms au sens un peu obscur, difficile à saisir avant d'avoir lu le bouquin, et donc intrigant. Un bon exemple avec Les Guerrières de Monique Wittig, écrit avec 2 L. C'est un excellent titre parce qu'il reprend en un mot une grosse partie de son propos, l'histoire d'une communauté de femmes, des sortes d'Amazones, œuvrant pour la cause féministe, notamment en révolutionnant le langage. Autre exemple, avec le roman de science-fiction Ubik, un mot inventé par son auteur Philippe Cadic, et qui désigne, dans l'univers du bouquin, une sorte de produit miracle capable de bien des choses. C'est un titre que je trouve très réussi parce que court, percutant, facile à retenir, et qui attise notre curiosité. On a un cas un peu similaire avec Neuromancer, neuromancien en français, roman cyberpunk de William Gibson, qui est un mot inventé, la contraction intéressante de nécromancien, c'est-à-dire un magicien capable d'invoquer les morts, et neuro, qui dans l'usage scientifique moderne se réfère au domaine du cerveau. On a donc ici, avec cette jolie trouvaille, un aperçu de cette sombre histoire de hacker contraint d'aider une intelligence artificielle maléfique à revenir à la vie en quelque sorte. Autre exemple d'invention de la langue avec Glamorama de Bret Easton Ellis, un terme inventé par l'auteur mais dont l'étymologie en dit long sur le contenu du livre. Glam pour glamour et orama évoquant l'idée d'un spectacle, de quelque chose que l'on regarde. Or, le livre nous raconte la descente aux enfers paranoïaque d'un top modèle new-yorkais. Dans un registre complètement différent, j'ai pensé à carne d'Esther Teilhard. Carne qui en français est un terme péjoratif désignant entre autres de la viande de mauvaise qualité, trouve un écho plutôt savoureux dans un livre qui parle de sexe et de désirs violents, notamment à travers la métaphore de la ville de Marseille que Teilhard décrit comme une sorte de chienne en chaleur, un lieu à la fois lascif et dangereux. Enfin, je pense au célèbre Cimetière de Stephen King, lequel comporte une faute d'orthographe volontaire puisque le mot est écrit avec un S et non un C, tout comme sa version anglaise d'ailleurs, Pet Sematary, qui aurait dû s'écrire Pet Cemetery avec un C, et c'est une référence directe aux enfants du bouquin qui justement font la faute d'orthographe sur la pancarte de leur petit cimetière d'animaux qu'ils ont créé. Je fais une micro-parenthèse avec une catégorie très à part, les livres sans titre. Ils sont étonnamment beaucoup moins nombreux que ce que je pensais, sans doute pour des raisons pragmatiques. Commercialiser une œuvre sans lui donner de titre, la rendant bien entendu beaucoup plus dure à trouver pour un lecteur potentiel, et donc ça risque de la laisser dans l'ombre, à moins que son auteur ne soit déjà très connu. Les exemples sont beaucoup plus nombreux en musique, avec par exemple le 4e album de Led Zeppelin, qui ne porte officiellement pas de nom, mais qui a pris le titre officieux de Led Zeppelin 4, dans la continuité des 3 premiers. Je pense aussi à l'album de Korn, intitulé Untitled, sorti en 2007, ou encore celui du rappeur Nas, qui suite à des polémiques a été nommé Untitled. Donc. Bon, mais sauf que comme je vous disais, c'était des choix qui ne représentaient pas de gros sacrifices pour ces groupes et artistes, parce qu'ils étaient déjà extrêmement connus à l'époque de leur parution respective. En littérature, la chose est je crois plus complexe. Les écrivains stars et activement suivis sont moins nombreux, et la démarche est donc plus risquée. Pour être honnête, j'en ai vraiment trouvé qu'un seul, un truc qui s'appelle, qui n'a pas de nom justement, A Book Untitled, par Shushan Avagian, que j'ai pas lu et donc je vous parlerai pas. Il y a une catégorie de titres que j'affectionne particulièrement, c'est celle des titres en un mot. Simples, souvent élégants, parfois mystérieux, ces titres laconiques ont tendance à stimuler l'imaginaire. En voici quelques-uns parmi mes préférés. Occident de Simon Liberati, où l'on suit les tribulations d'un peintre à travers l'Europe au gré de ses obsessions et histoires sentimentales. Dune, le chef-d'œuvre de Frank Herbert qui, en un mot, parvient à créer une vision fantasmatique de son univers en mettant un seul détail en avant, c'est une sorte d'équivalent littéraire d'un plan d'insert cinématographique. Je voulais aussi vous parler de Ring, très bon roman d'horreur japonais qui a été un peu occulté, je crois, par le succès du film. Il présente un cas intéressant car son titre original est Ringu, c'est-à-dire le mot anglais ring, cercle, mais japonisé. Il est efficace car évoquant 2 choses. D'abord, bien sûr, le cercle, ici l'idée d'une malédiction qui se propage en rond, c'est-à-dire indéfiniment, puisque je rappelle que l'histoire porte sur une cassette vidéo maudite qui condamne à une mort certaine tous ceux qui la visionnent. Mais il joue aussi sur l'onomatopée d'un téléphone. Dring.
Mais il joue aussi sur l'onomatopée d'un téléphone, ring, qui est justement un point central de l'histoire, puisque je vous rappelle que chaque fois que quelqu'un regarde la fameuse VHS, il reçoit aussitôt après un mystérieux coup de fil. Autre roman japonais, Ongak, traduit littéralement musique, de Yukio Mishima. D'apparence simpliste, ce titre est en réalité une clé importante du roman qui raconte l'histoire d'une femme expliquant à son psy qu'elle est incapable d'entendre de la musique. Une pathologie surprenante dont on ne tarde pas à comprendre qu'il s'agit en fait de sa part d'une métaphore très pudique pour admettre qu'elle est incapable d'atteindre l'orgasme. Starfish de Peter Watts, qui signifie étoile de mer, un nom bien choisi pour un roman de SF qui se déroule au plus profond de l'océan, là où une équipe d'humains modifiés est en charge d'une station sous-marine. Détail intéressant, l'éditeur français a conservé le titre original en anglais, ce qui lui donne tout de suite, je trouve, un côté plus SF, peut-être mystérieux aussi. S'agit-il d'un nom, d'un lieu, d'une personne? Impossible de savoir avant d'avoir commencé à le lire. Sérotonine de Michel Houellebecq, titre scientifique assez froid désignant une molécule impliquée notamment dans nos changements d'humeur et qui donne bien ici le ton de l'histoire, celle d'un ingénieur dépressif frustré par sa vie parisienne. Du même auteur, je pense aussi à Soumission, titre provoquant puisqu'il relate la prise de pouvoir en France d'un parti politique musulman. J'aime aussi beaucoup la concision du roman apocalyptique d'Anna Kavan, Ice, Neige en français, décrivant un monde lentement dévoré par la glace et où l'on suit un homme à la recherche de son amour. Autre exemple avec The Waves, Les Vagues de Virginia Woolf, un titre d'une simplicité désarmante, mais levant en fait le voile sur l'extraordinaire complexité des sentiments humains qu'évoque ici l'autrice anglaise à travers les visions croisées de 6 personnages. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs à Marguerite Yourcenar qu'on doit la première traduction française de ce texte en 1937. On va maintenant passer à une catégorie beaucoup moins laconique et que j'appellerais celle des titres métaphores. Recherchés, très beaux pour certains, ces titres mettent en avant les qualités d'écriture de leurs auteurs avant même qu'on en ait lu une ligne. Jugez plutôt. Anthologie des apparitions de Simon Liberati, un titre dont il a souvent dit qu'il tenait, je cite, comme à la prunelle de ses yeux. Et en effet, celui-ci parvient de manière poétique et très directe à la fois à rendre compte de son contenu, un homme racontant les femmes qui ont traversé sa vie. J'aime aussi beaucoup Under the Volcano, traduit littéralement Sous le volcan, de Malcolm Lowry, chef-d'œuvre narrant au Mexique la déchéance dans l'alcool d'un ancien consul britannique. Le titre, qui fait bien sûr référence au volcan mexicain dominant le livre de leur ombre, est aussi, avec cette idée d'en dessous, sous le volcan, là où la lave gronde, une évocation de la tempête intérieure à laquelle est en proie le personnage principal. La métaphore peut être aussi moins subtile mais gagnée dans le domaine de l'explicite. Je pense par exemple à Exquisite Corpse, traduit Le corps exquis de Poppy Z. Bright, roman d'horreur où il est question de 2 serial killers tombant amoureux et dont l'un des deux, justement, s'adonne au cannibalisme. Difficile ici de faire plus clair. Attention d'ailleurs à ne pas confondre avec Cadavre exquis de Agustina Basterica, dont j'avais d'ailleurs parlé sur la chaîne, une dystopie dans laquelle un virus a fait disparaître les animaux et où l'on élève des humains comme du bétail pour pallier aux besoins de viande. Dans le genre élégante simplicité, j'aime aussi beaucoup le titre du premier roman de Clara Benador, Les Petites Amoureuses, où l'autrice nous raconte l'histoire d'une jeune fille juive qui, durant la guerre, se réfugie au Maroc avec sa famille et va découvrir l'amour saphique grâce à une jeune prostituée du quartier de Bouzbir à Casablanca. Pour revenir à Mishima, l'un des écrivains que j'ai le plus lu en 2025, j'ai envie de citer Confession d'un masque, traduction littérale du japonais Kamen no Aku, et qui, avec cette image contradictoire, celle des confessions certes, mais faite par un masque, autrement dit quelque chose qui se superpose déjà à la réalité et donc factice, amène le thème principal de ce bouquin d'inspiration autobiographique où un jeune japonais dissimule son homosexualité à une époque et dans un pays qui avait peu de tolérance pour cela. Autre exemple avec une autrice dont j'ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, Joan Didion, et dont l'un des derniers livres qu'elle a publié avant de mourir, The Year of Magical Thinking, l'année de la pensée magique en français, est un titre intéressant parce qu'il comporte déjà une formule pré-embarquée. La pensée magique, si vous l'ignorez, est en effet ce qu'on pourrait appeler un mode de pensée consistant à croire que certains gestes ou certains signes, réflexions, pourraient avoir une influence sur le réel, voire rendre réversible un événement
également qui ne l'est pas. Il s'agit bien sûr d'une mécanique psychique irrationnelle, mais que l'on retrouve par exemple chez les personnes frappées par le deuil, ce qui est précisément le cas ici. Le livre portant sur la mort brutale du mari de l'autrice, laquelle ne peut se résoudre par exemple à jeter ses chaussures pour le cas où il reviendrait, appliquant pendant toute une année une forme de pensée magique donc, d'où le titre. Je vous propose aussi Rue des boutiques obscures par Patrick Modiano, qui lui valut le prix Goncourt de 1978. D'entrée, le titre pose un univers mélancolique, crépusculaire, l'histoire d'un type amnésique qui part à la recherche de son passé. Sans l'avoir lu, on ignore s'il s'agit d'une véritable adresse ou simplement d'une métaphore, et je me garderai bien de vous spoiler cette information. Je peux bien sûr pas passer à côté de Mort à crédit de Céline, et je triche même pas, puisque c'est vraiment un livre que j'ai lu assez récemment. Un titre parfait, d'une beauté vénéneuse, et qui englobe tous les aspects de cette histoire dans laquelle l'auteur évoque son enfance. Il y a d'une part le fameux cynisme célinien, mais aussi son pessimisme, celui d'un homme qui exerça, je le rappelle, la profession de médecin, et dont le titre évoque un monde où même quelque chose d'aussi terrible que la mort n'arrive qu'une fois que le prix a bien été payé. Il en découle aussi évidemment une dimension économique, ici très satirique, avec le mot crédit, qui me fait penser à la situation financière de la famille du jeune Louis Ferdinand, né de parents commerçants toujours endettés, combinant à droite et à gauche pour survivre. Passons à l'un de mes préférés, Nightwood de Djuna Barnes, traduit Le Bois de la Nuit, une œuvre littéraire publiée en 1936, précurseur de la littérature lesbienne et dont le titre est excellent parce qu'il amène bien la dimension noctambule du bouquin, mais aussi un peu de son mystère, une certaine opacité poétique, Le Bois de la Nuit étant considéré comme un des livres les plus ardus à lire en raison de son caractère labyrinthique, comme un espace sombre où il faut accepter de se perdre. Toujours dans le registre forestier, j'ai beaucoup aimé le titre donné par Liu Cixin au deuxième tome de sa trilogie de science-fiction, La forêt sombre, traduction littérale du titre chinois. Il nous prend ici à contre-pied, puisqu'il n'est bien sûr fait mention nulle part dans le bouquin d'une quelconque forêt, mais la métaphore consiste ici à assimiler notre galaxie, et bien plus généralement l'univers, à cette forêt sombre donc, potentiellement dangereuse, où peuvent se terrer des ennemis, ce qui est le cas du roman où il est question, je vous rappelle, d'une civilisation extraterrestre qui décide de traverser l'univers pour attaquer la Terre. On retrouve donc bien l'idée de prédateurs traquant leur proie. Je termine cette catégorie des titres métaphoriques avec le roman dystopique d'Anthony Burgess, A Clockwork Orange, qui peut se traduire par une orange d'horlogerie et a été un peu simplifié en français par l'orange mécanique. Un de mes préférés parce qu'il génère quelque chose de très visuel et puissant. Le titre a été inspiré à Burgess par une expression d'argot londonien désignant quelque chose de bizarre, contre nature, A Clockwork Orange. Et il la détourne ici pour en faire l'illustration parfaite du sujet de son livre, comment la société peut transformer un être vivant, aussi horrible soit-il, en une sorte de machine dont les pulsions, mais aussi les sentiments seraient bridés. Alex, le protagoniste, passant, je vous le rappelle, du statut de meurtrier à celui d'automate dont les pensées violentes sont contrôlées avec la précision d'une horloge. Je voudrais passer maintenant quelques instants sur une des catégories les plus courantes, les titres qui sont en fait des noms. On en trouve pléthore à toutes les époques, que ce soit chez les auteurs de théâtre, pour en citer quelques-uns en vrac, Antigone, Électre, Médée, Hamlet, Macbeth, Roméo et Juliette, Horace, Don Juan, Tartuffe, Hernani, Fantasio, Salamé, Salomé, Hedda Gabler, Caligula. Je m'arrête ici. Il s'agit en général bien sûr du nom du protagoniste principal de la pièce, un dispositif qu'on retrouve aussi souvent dans le genre du roman, Anna Karénine de Tolstoï, Miss Dalloway de Virginia Woolf, Lolita de Nabokov ou encore Ingrid Kaven de Jean-Jacques Schulz, une évocation de sa femme, célèbre actrice allemande ayant notamment joué pour Fassbinder. Plus rarement, le titre de l'œuvre peut être aussi constitué de plusieurs noms. Je pense à Thérèse et Isabelle de Violette Leduc, histoire d'un amour passionné entre deux pensionnaires d'un établissement pour jeunes filles. Mais le nom peut aussi se voir augmenté d'informations annexes. C'est le cas de Jane Mansfield de 1967, où Liberati évoque les dernières années de l'actrice hollywoodienne tragiquement décédée dans un accident de voiture. Mais le nom n'est pas toujours celui du héros. Dans le cas d'un récit doté d'un antagoniste fort, il arrive que celui-ci vole la vedette. C'est par exemple le cas de Dracula, Moby Dick, Frankenstein, un cas piégeux puisque l'on fait souvent la confusion entre la créature et son créateur, ambiguïté sans doute voulue par l'autrice Mary Shelley, le Horla de Maupassant qui désigne une sorte de présence maléfique, Hannibal, le nom du serial killer du roman de Thomas Harris,
Cujo de Stephen King, en référence au chien enragé qui tue les personnages du livre. Je pense aussi à Christine, du même auteur, cette voiture maléfique, ou encore bien sûr, ça, du nom du célèbre clown maléfique pourchassant les gosses d'une bourgade tranquille. Puisqu'on est dans les noms, je résiste pas à la tentation de vous glisser celui de mon propre roman, Médusa, un titre auquel je n'ai jamais pensé comme la version anglaise de la célèbre figure mythologique connue en France sous le nom de Méduse, mais vraiment comme un nom à part, détaché de toute barrière linguistique. Je trouvais juste que Médusa avait une sonorité plus intéressante, magique et évocatrice. Vous remarquerez d'ailleurs que je le prononce Médusa et non à l'anglaise Medusa. Enfin, le nom n'appartient pas nécessairement à une personne, il peut aussi s'agir d'un lieu. Je pense à Gormenghast, deuxième volet des aventures de Titus d'Enfer, magnifique saga de Mervyn Peake dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, qui est ici le nom de l'immense château où prend place l'histoire. Un choix pertinent quand on connaît l'importance de ce décor qui devient en fait un personnage à part entière. Cela peut être aussi bien sûr des lieux existants. Je pense à Tanger par Daniel Rondeau, titre simple pour un livre magnifique rendant hommage à cette ville du nord du Maroc. Hôtel Iris de l'excellente écrivaine japonaise Yoko Ogawa qui raconte l'histoire d'une jeune réceptionniste avec un vieil homme et dont le fameux hôtel joue un rôle important dans les bascules dramatiques. Stanislas, dans lequel Simon Liberati évoque ses souvenirs d'enfance dans le célèbre établissement privé catholique de la rue de Notre-Dame-des-Champs. Dans certains cas, l'auteur peut aussi s'amuser à déformer légèrement le nom du lieu, comme c'est le cas de Venise de Paul Morand qu'il a orthographié avec un S, manière de retranscrire la pluralité de cette ville éternelle. Toujours dans cette idée de jouer avec le nom d'un lieu, je pense à Lunar Park, l'un de mes livres préférés de Bret Easton Ellis, auteur d'American Psycho, un titre jouant sur plusieurs strates. Tout d'abord, l'idée très forte d'un lieu, ce fameux parc, peut être une référence à Luna Park, célèbre parc d'attractions américain, mais le fait que l'auteur ait transformé Luna en Lunar donne aussitôt quelque chose de plus inquiétant, en le faisant glisser vers lunaire et donc lunatique, ce qui évoque une certaine forme de folie. Un titre qui résonne donc parfaitement avec l'histoire puisqu'il s'agit d'une autofiction paranoïaque où l'auteur se sent poursuivi par le fantôme de son propre père, mais aussi certains de ses propres personnages de romans tels Patrick Bateman d'American Psycho justement. Je voudrais faire une petite parenthèse avec un cas un peu original, celui des titres de livres écrits dans une autre langue que celle d'origine. Intermezzo, le dernier roman en date de l'écrivaine irlandaise Sally Rooney, qui choisit ici un mot italien signifiant entre deux, mais la subtilité vient du fait qu'il peut aussi désigner de façon beaucoup plus universelle dans le domaine musical une sorte d'intermède, un passage court faisant la transition entre deux scènes ou actes majeurs, ce qui illustre bien, je trouve, l'état de bascule de ces différents personnages dans le livre. Plus surprenant, l'écrivain Simon Liberati, encore lui, grand prosateur en langue française et amoureux de son patrimoine littéraire, a souvent choisi des titres anglophones pour ses bouquins. Nada existe, joli mélange d'anglais et d'espagnol, son deuxième livre, dont le titre est inspiré d'une phrase du célèbre peintre Francis Bacon où, une fois alcoolisé, celui-ci avait répondu en français à un journaliste suisse qui lui demandait ce qu'il faisait continuer à peindre et exister. Nada me fait exister, rien ne me fait exister. California Girls ou Liberati, heure par heure, relate le meurtre sordide de l'actrice Sharon Tate, femme du cinéaste Roman Polanski, assassinée en 1969 par des membres de la secte de Charles Manson. Performance, son prix Renaudot, l'histoire croisée d'un épisode de la vie des Rolling Stones, celle de leur échappée au Maroc en 1967, et de l'histoire d'amour entre un écrivain vieillissant et une jeune femme. Ce titre est plus subtil qu'il n'y paraît, car on pourrait croire tout simplement à la version francisée du mot, performance donc, alors qu'il s'agit bien du mot anglais performance, puisqu'il est en fait une référence à l'excellent film Performance, sorti en 1970 et dans lequel joue justement Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones. Toujours chez Liberati, on trouve Liberty, ouvrage autobiographique dans lequel l'auteur parle d'une période tumultueuse de sa vie entre drogue et rencontres amoureuses. New York City Inferno, son dernier roman en date, troisième tome de la trilogie amorcée avec les démons puis la hyène du Capitole, titre incluant un mot italien, Inferno, peut-être en hommage à l'enfer de Dante, à moins que ça ne soit un clin d'œil au film porno gay du même nom, New York City Inferno, sorti en 1978, à l'époque où l'histoire se passe justement. Je peux pas en être sûr pour la seule raison qu'il s'agit du seul livre de cette vidéo que je n'ai pas lu, ce que j'ai d'ailleurs hâte de faire, étant fan de l'auteur, vous l'aurez compris, mais comme on dit, il faut savoir ne pas abuser des bonnes choses, ou du moins s'en garder sous le coude.
Autre titre dans une autre langue, Out de Natsuo Kirino, l'auteur japonais emploie ici un mot anglais, laconique, pouvant vouloir dire dehors, mais aussi insister sur une certaine idée d'exclusion. Une bonne idée pour un roman qui parle justement d'un groupe de femmes malheureuses et dont l'une d'elles tue un jour son mari. Je pense aussi au célèbre Kitchen de l'autrice japonaise Banana Yoshimoto, un choix délibéré du mot anglais désignant la cuisine, ce qui donne tout de suite un côté plus cosmopolite et peut-être aussi plus moderne à ce roman dans lequel une jeune femme japonaise, suite au décès de sa grand-mère, trouve une forme de consolation dans la cuisine justement, où elle prépare des plats. Passons enfin à une catégorie assez courante que j'appellerais les titres résumés, lesquels, comme leur nom l'indique, tentent à offrir un aperçu assez précis du livre, avant même qu'on en ait parcouru la 4e de couverture. Une pratique, je le remarque d'ailleurs, de plus en plus courante dans l'édition contemporaine, où l'on se bagarre pour obtenir l'attention du lecteur potentiel. Je pense à Conversation entre amis de Sally Rooney, excellent livre par ailleurs, mais où l'on sait de suite qu'il sera question d'un groupe d'amis et que ça va beaucoup blablater. Grand Amour d'Eva Ionesco, qui relate l'histoire d'amour, justement, de l'autrice, quand elle était jeune fille, avec un jeune homme d'une dizaine d'années son aîné, alors qu'elle-même était placée sous tutelle de l'État et vivait dans un centre de la DAS. La bague au doigt de la même autrice, où il est question de sa relation toxique avec l'écrivain Simon Liberati. Le Liano en flammes, un recueil de nouvelles de l'écrivain mexicain Juan Rulfo, dont les différentes histoires prennent place durant les guerres civiles qui ébranlèrent le pays au début du XXe siècle, en particulier dans la région du Llano Grande, justement. Zazie dans le métro de Raymond Queneau, qui annonce d'entrée son programme tout en revêtant un caractère quasi enfantin par son côté anecdotique, presque banal façon Martine à la plage. Les liaisons dangereuses de Laclos, roman épistolaire du XVIIIe siècle dans lequel il est question de conquêtes amoureuses très immorales. Le petit copain par Donna Tartt, où il va être question de la curieuse amourette entre deux enfants dans une petite ville des États-Unis, alors qu'ils tentent de découvrir l'identité d'un meurtrier. Le désert des Tartares, chef-d'œuvre de Dino Buzzati, où cet endroit, ce fameux désert dans lequel une garnison militaire attend l'arrivée d'un mystérieux ennemi qui ne vient jamais, est en fait le personnage principal de l'histoire. Le pavillon d'or de Yukio Mishima, l'histoire d'un moine fou amoureux du Kinkakuji, l'un des plus célèbres temples du Japon, recouvert d'or, et dont les circonstances de son incendie tragique survenu en 1950 sont racontées dans le livre. Illusion perdue de Balzac, qui donne, dès le titre, un bon aperçu de la tonalité générale du roman et de la courbe d'évolution mentale de son protagoniste. Vers le phare de Virginia Woolf, une famille visitant une île et dont tout le roman sera parcouru par cette question: quand iront-ils enfin visiter le phare ? Fight Club de Chuck Palahniuk, où un mouvement révolutionnaire va se créer autour d'un club de bagarre clandestin. Portnoy's Complaint de Philip Roth, littéralement la plainte de Portnoy, dont la traduction française a d'ailleurs un peu déplacé le sens original sous un angle psychanalytique avec Portnoy et son complexe, le monologue thérapeutique et sans langue de bois si j'ose dire d'un avocat juif de New York évoquant les divers traumatismes plus ou moins hilarants de son enfance. Certains titres semblent même avoir renoncé à toute prétention littéraire ou esthétique pour devenir purement fonctionnels, ce qui n'en fait pas moins pour certains d'excellents livres. Métro 2033 de Dimitri Glukhovsky, qui nous donne le lieu et l'année de son récit dans un style télégraphique. Tokyo Décibel de Hitonari Tsuji, l'histoire d'un employé de mairie en charge du contrôle des décibels justement dans la capitale japonaise et que l'on suit donc dans sa chasse aux nuisances sonores. La fille du train de Paula Hawkins, l'histoire d'une femme prenant le train chaque jour et menant sa petite enquête sur la disparition d'une autre femme. Pour conclure, je voudrais maintenant vous faire mon petit top 5 perso des titres de bouquins lus ces dernières années. Je commence avec un que je viens juste de terminer justement, Vilnius Poker de Ricardas Gavlis, un livre magnifiquement écrit dans lequel la ville de Vilnius devient une étrange créature à la fois monstrueuse et fantasmatique et où l'on suit les errances d'un narrateur paranoïaque dans une Lituanie sous domination soviétique. J'aime bien son titre parce qu'il est un clin d'œil discret à un passage clé du livre, en plus d'insister sur l'aspect parfois providentiel mais souvent un peu truqué du destin de ses personnages. J'aime aussi beaucoup La mort en été, le titre
d'une nouvelle de Yukio Mishima qui a par ailleurs donné son nom à un recueil de ses histoires courtes. Je l'aime parce qu'en peu de mots, il y a un peu tout l'univers de Mishima dedans, la dimension cruelle, le côté macabre avec cette mort qui rôde, mais aussi le contraste saisissant avec l'été, saison du beau temps, des plaisirs, d'une espèce de chaleur érotique propre à cet auteur et au milieu de laquelle survient pourtant un drame, ici en l'occurrence la mort d'enfants. The Long Goodbye, roman noir de Raymond Chandler que j'aime bien pour son caractère mélancolique plutôt qu'une énième formule racoleuse de roman policier. Ici, on erre dans le sillage de Philippe Marlowe, le célèbre détective enquêtant sur une affaire de meurtre et de mari disparu. Je triche un peu avec Voyage au bout de la nuit de Céline, que je n'ai certes pas lu récemment, mais qui me semble incontournable, parce qu'il y a tout dans ce titre qui annonce bien le caractère de l'œuvre à venir, œuvre dans laquelle on va explorer toutes sortes de sentiments et situations humaines extrêmes. Et enfin, je terminerai avec Imperial Bedrooms de Bret Easton Ellis, un titre qui signifie littéralement suites impériales et m'évoque donc tout de suite une sorte de faste un peu décadent, comme cela pouvait être le cas de Hollywood Babylon de Kenneth Anger, mais détail intéressant, il s'agit aussi du titre d'un album d'Elvis Costello dont on sait qu'Ellis est un immense fan. Il avait par ailleurs déjà appelé un de ses livres d'après le titre d'une de ses chansons, Less Than Zero, moins que zéro en français. Or, Imperial Bedrooms est justement la suite de ce roman, puisqu'on retrouve ces personnages bien des années plus tard. Les adolescents déjà cyniques sont devenus des adultes cruels et manipulateurs, et l'image un peu glaciale de cette mystérieuse chambre d'hôtel, un lieu provisoire, de passage, connoté pour son luxe, mais aussi sa dimension sexuelle, illustre parfaitement, je trouve, l'ambiance générale de cette histoire.